pensait que j'étais juste un type discret dans le coin. Un mari fidèle. Un gendre fiable. Un concepteur sur qui ils pouvaient compter. Ils ignoraient que depuis des années je documentais chaque mensonge, chaque accord, chaque trahison en silence. Quand ma femme m'a trompé, son père m'a viré, et leur fils chéri a essayé de voler mon travail, ils pensaient m'avoir enterré. Mais je ne crée pas des choses pour qu'on les détruise. Je les crée pour qu'elles survivent à ceux qui essaient de les détruire. C'est ainsi que j'ai transformé la trahison en un empire. Et les ai forcés à regarder depuis les gradins tandis que je reconstruisais tout. Morceau par morceau. Brique par brique. Étape par étape. Mais laissez-moi vous ramener au tout début. Je m'appelle Éric Laurent. J'étais concepteur principal de systèmes dans une énorme entreprise technologique, connue pour les infrastructures intelligentes, l'urbanisme, et les mots à la mode sur l'innovation qu'on utilisait pour impressionner les investisseurs. J'y travaillais depuis 16 ans. Plus longtemps que je n'étais marié. Ce qui faisait, à l'époque, 14 ans avec une femme nommée Valérie. Valérie pouvait entrer dans une pièce et attirer l'attention comme un aimant. Peu importait qui s'y trouvait, le PDG, artiste, barman, les regards la trouvaient. Elle avait ce genre de présence. Elle savait toujours l'angle exact pour sourire, la façon de se tenir pour que ses cheveux captent la lumière. Quand je l'ai rencontrée, j'ai eu l'impression que la gravité avait changé. Elle n'était pas juste belle, elle était fascinante. Mais la beauté peut vous tromper. Elle peut vous faire ignorer des choses. Comme la façon dont quelqu'un parle des gens quand ils ne sont pas là. Ou comment ils n'écoutent pas vraiment, attendant juste leur tour de parler. Ou comment leurs excuses semblent répétées. Avec le recul, je réalise que j'ai épousé une idée ou peut-être, plus précisément, que j'ai essayé de bâtir une vie autour d'un fantasme auquel je voulais croire. La dernière année de notre mariage, les choses semblaient bizarres. Pas cassées. Juste distantes. Valérie n'était pas en colère. Elle n'était pas froide exactement. Juste absente d'une manière étrange. Comme si elle imitait ce que devait être une épouse au lieu d'être présente. Ses câlins semblaient chronométrés. Ses baisers étaient rapides. Elle me demandait comment s'était passée ma journée tout en scrollant sur son téléphone, hochant la tête sans rythme avec mes mots. Elle était toujours fatiguée, mais parvenait encore à faire du yoga tard le soir, des rendez-vous chez le coiffeur, ou des soirées vins avec ses collègues. Chaque fois que je lui demandais si tout allait bien, elle souriait comme si j'étais ridicule. Juste le stress, disait-elle. Tu sais comme papa est exigeant. Le père de Valérie, Maxime Durand, était aussi mon patron. Fondateur de l'entreprise. Un homme au sourire permanent et à la poignée de main qui durait toujours une seconde de trop. Il aimait le contrôle. Il aimait s'entourer de gens qui lui devaient quelque chose. C'est lui qui m'avait présenté Valérie, d'ailleurs. Il m'avait dit qu'elle avait besoin de quelqu'un, qui pouvait la garder les pieds sur terre. À l'époque, je l'avais pris comme un compliment. La dernière vraie conversation que Valérie et moi avons eue avant que tout explose concernait des rideaux. Des rideaux. Je me souviens juste de l'avoir regardée. Elle n'était plus la même femme que j'avais épousée, mais d'une certaine façon si. La version d'elle dont j'étais tombé amoureux existait encore mais seulement quand les gens regardaient. Comme au dîner de son père ou à nos sorties caritatives. Elle me tenait la main, souriait comme une actrice de pub, riait à mes blagues idiotes. Puis dès qu'on montait en voiture, c'était comme si on avait appuyé sur muet. Je suppose que c'est à ce moment-là que je l'ai enfin fait. J'ai vérifié le logiciel de suivi sur son téléphone. Je l'avais installé des mois plus tôt quand j'avais commencé à remarquer des choses étranges, des tenues neuves que je n'avais jamais vues, un nouveau parfum que je n'avais jamais complimenté, des factures de restaurants où nous n'étions jamais allés. Je me disais que c'était de la paranoïa. Que j'étais insécure. Mais cette nuit-là, je ne me sentais pas parano. Je me sentais calme. Fatigué, peut-être. Comme si j'acceptais enfin quelque chose que j'avais fait semblant de ne pas voir. L'application s'est ouverte en 2 secondes. Hôtel de l'Aurore. Chambre 917. C'était un jeudi. Sa soirée habituelle, vin et bien-être, avec des amis. Mais le GPS ne mentait pas. Ni l'heure d'enregistrement. Elle y était depuis presque 3 heures. Même endroit que la semaine dernière. Et celle d'avant. Tous les jeudis. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fixé l'écran, et j'ai ressenti. Du calme. Pas de rage.
Pas de tristesse. Juste du calme. Comme quand la batterie de votre voiture lâche et que vous n'êtes pas surpris. Vous restez juste là, à fixer le tableau de bord, en attendant que le silence finisse. Je savais déjà qui c'était. Clément Moreau. Le nouveau. Plus jeune que moi d'une décennie. MBA, mâchoire carrée, toujours à sourire comme s'il venait de vous battre au poker. Mon subordonné. Maxime l'adorait. L'avait recruté l'an dernier et l'avait propulsé comme s'il était le Messie. Clément était charmant, élégant, et si vous ne faisiez pas attention, vous pouviez penser qu'il était malin. Valérie riait à toutes ces blagues au pot de l'entreprise. Touchait son bras quand elle lui parlait. La première fois que je l'ai remarqué, je me suis dit que ce n'était rien. La deuxième, je me suis convaincu que j'imaginais. Mais maintenant? Maintenant tout était très, très clair. Elle ne se contentait pas de tromper. Elle trompait avec quelqu'un que j'avais formé. Quelqu'un que j'avais aidé à embaucher. Quelqu'un que son père approuvait probablement. Elle ne m'avait pas juste trahi. Elle m'avait humilié. Et c'était le moment où tout a cliqué. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant que le soleil se lève. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas nouveau ces temps-ci. Je suis resté un moment dans la cuisine avec un café noir, à regarder la clôture que j'avais teinte au printemps dernier et à me demander combien d'autres choses dans ma vie pourrissaient derrière la peinture. Valérie n'était pas encore rentrée. Elle avait envoyé un message la veille, un de ces textos de 3 mots dont elle avait le secret. Chez Émilie. Émilie n'habitait plus la région depuis 2 mois, mais je n'ai pas répondu. Ça ne valait pas la peine. Je savais déjà où elle était. Le traceur la plaçait à l'hôtel de l'Aurore encore. Chambre 917, comme toujours. J'ai emballé la maquette sur laquelle je travaillais depuis presque 1 an. Tour Méridienne. Ce nom faisait partie de mes os. Je l'avais esquissé sur une serviette lors d'un salon du développement durable à Lyon. Un habitat vertical intelligent à mi-logement, mi-écosystème, mi-labotech. Énergie propre, autonome, et scalable pour les villes moyennes du pays. Je savais qu'elle pouvait redéfinir la gestion de la densité urbaine et du logement abordable. Mais plus que ça, c'était à moi. Chaque centimètre. Mes nuits blanches. Mes calculs. Ma vision. Je suis allé à l'entreprise avec cette maquette sur le siège passager comme si c'était une personne. Je me suis garé à ma place habituelle, j'ai salué le vigile à l'entrée qui me demandait toujours des nouvelles du PSG, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage où la salle de réunion trônait comme un tombeau aux longues tables, fauteuils en cuir, grande fenêtre que personne n'ouvrait jamais. À l'intérieur, Maxime Durand était déjà assis. Le père de Valérie. Mon patron depuis 16 ans. Il avait l'air pareil, cheveux blancs peignés en arrière, manchette parfaite, demi-sourire comme s'il venait d'entendre une blague sur vous que vous ne trouveriez pas drôle. À côté de lui, Clément Moreau, fraîchement rasé, costume marine, pince à cravate dorée qui coûtait probablement plus que ma première voiture. Il feuilletait un dossier imprimé que je ne lui avais pas donné. J'ai posé la maquette sur la table, j'ai pris une inspiration, et je leur ai présenté la tour méridienne. Tout. Du concept au déploiement. J'ai exposé chaque métrique, coût projeté, production d'énergie, maintenance à vie, intégration communautaire. Maxime n'a pas dit grand-chose. Il tapotait un stylo contre ses dents pendant que je parlais. Clément a attendu que j'ai fini, puis s'est adossé comme s'il essayait d'avoir l'air pensif. J'ai quelques préoccupations, a-t-il dit. Évidemment. Il a commencé à pointer la structure de soutien et dans le plan, affirmant qu'elle était non conventionnelle et pourrait causer des retards réglementaires. Il disait que ça ferait exploser les coûts, même si les matériaux étaient 30% moins chers et plus durables que les supports standards. J'ai expliqué les chiffres. J'ai proposé des références. Clément a secoué la tête. C'est juste risqué, a-t-il répété, comme un jouet cassé. Puis Maxime a enchaîné. On est dans le business de la stabilité, Eric. Pas des expériences. C'était tout. Toute sa réponse à mon année de travail. Pas de questions suivies. Pas d'examen. Juste un haussement d'épaule et un rejet. J'ai hoché la tête une fois. J'ai ramassé mes papiers. Je suis sorti sans un mot de plus. Je n'avais pas besoin de discuter. Je l'avais vu dans leurs yeux, ce n'était pas une discussion. C'était une formalité. 1 heure plus tard,
j'ai reçu l'email des RH. Sujet, demande de réunion. Je suis descendu au 3e étage. Une femme nommée Karine que je connaissais depuis 8 ans m'attendait dans un bureau vitré avec un dossier déjà sur le bureau. Elle n'a pas croisé mon regard quand elle me l'a tendu. On restructure, a-t-elle dit. Votre poste est en voie de suppression. J'ai demandé quelles raisons étaient indiquées sur les papiers. Elle s'est raclé la gorge et a dit « inadéquation créative ». C'était l'expression qu'ils avaient choisie. Pas mauvaise performance. Pas faute professionnelle. Juste une phrase vague, glissante, conçue pour clore quelque chose sans avoir à l'expliquer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé plus de temps. J'ai juste refermé le dossier et je l'ai emporté sous le bras comme une liste de courses. Des gens m'ont croisé dans le couloir, des gens que j'avais aidés, mentorés, défendus. Aucun n'a dit un mot. Je suis retourné à mon bureau, j'ai débranché mon écran, j'ai emballé une boîte avec les quelques affaires personnelles. J'ai pris la maquette de la tour méridienne et je l'ai tenue comme si elle pouvait se briser. Pas juste parce qu'elle était fragile, parce que je savais que c'était la dernière fois qu'il la verrait. Ou la toucherait. Ou essaierait de la prendre. Je suis sorti sans regarder en arrière. Personne n'a applaudi, évidemment. Mais dans ma tête, j'ai entendu un lent, sarcastique. Il pensait m'avoir surpris. Mais je m'y attendais depuis très, très longtemps. Je suis entré dans la maison et j'ai tout de suite remarqué que c'était trop silencieux. Pas de musique, pas de télé en fond, pas même le lave-vaisselle qui tournait. C'était le genre de silence qui n'était pas paisible, il était chargé, comme s'il attendait quelque chose. Valérie était près de l'armoire, en train de plier mes chemises dans 2 valises inconnues, pas celles qu'on avait prises en vacances, pas celles de notre liste de mariage. Neuve. Cuir noir avec finition laiton. Haut de gamme. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle a juste lissé une de mes vieilles chemises en flanelle et l'a mise dedans. Je suis resté là une seconde avant de dire quoi que ce soit. Elle n'a pas brisé le silence, alors je l'ai fait. Tu fais ma lessive maintenant? Ça a eu un effet, mais pas beaucoup. Elle a levé les yeux, mais son expression était plate. Ennuyée, presque. Puis elle m'a donné un sourire pincé, du genre qu'on utilise sur les photos quand on fait semblant d'être poli. Papa dit que c'est mieux pour tout le monde, a-t-elle dit, comme si elle lisait un script? Rupture nette. J'ai regardé les valises. C'est quoi ça? On me vire de ma propre maison? Valérie a pris une petite pile de chaussettes et les a pliées avec une vitesse exercée. On s'est dit que ce serait plus simple comme ça. Pas de dispute. Pas de traînée en longueur. Nous. Pas je. Pas moi. Nous. Elle et Maxime. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Valérie est allée à la table de nuit et en a sorti une brochure brillante, pliée soigneusement, un tournesol imprimé sur la couverture. Elle me l'a tendue sans une once d'ironie. En attendant de trouver quelque chose de plus permanent, a-t-elle dit. C'est un endroit propre. Soutien communautaire. Ils aident aussi pour les recherches d'emploi. J'ai regardé la brochure. C'était pour un foyer pour hommes du coin à 20 minutes. Elle me l'offrait comme on tend un flyer pour un cours de yoga. Pas d'excuses. Pas de honte. Juste de la bureaucratie. J'ai tenu la brochure d'une main, je l'ai regardée une seconde, puis je l'ai pliée lentement et glissée dans la poche de ma veste. Puis je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit 2 choses. 1. Ma pension militaire de la division cyberdéfense est toujours active. Je ne l'ai jamais perdue. Elle a cligné des yeux. Pas beaucoup, mais assez. 2. La clause de non-concurrence que ton père m'a fait signer. Elle n'est pas applicable dans cet état. Il aurait dû lire la jurisprudence avant d'essayer de me bluffer hors de l'industrie. Pour la première fois en semaine, elle n'avait pas de réponse prête. Sa bouche s'est ouverte légèrement, puis refermée. Elle a détourné le regard. J'ai pris mes clés sur la commode. J'ai regardé la chambre que j'avais aidé à concevoir, le lit que j'avais construit, l'armoire où j'avais installé des étagères l'hiver dernier pendant qu'elle était à Pilates. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Pas d'au revoir. Pas de dispute. Je suis sorti. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Je n'ai pas roulé en écoutant de la musique triste. Je suis allé exactement là où j'avais toujours prévu d'aller si tout s'effondrait. Il y avait un appartement en bordure du quartier industriel et dernier étage d'un ancien entrepôt reconverti.
Personne n'était au courant. Je l'avais filmé 5 ans plus tôt sous un pseudonyme, Renaud Delorme. Payé intégralement pour 10 ans. Service sur prélèvement auto. Aucune connexion à Éric Laurent. Aucun lien avec ma maison, mon travail, ou même ma carte d'identité. Ce n'était pas juste un plan B. C'était une salle de guerre. Dès que je suis entré, j'ai verrouillé la porte, fermé les stores, et allumé les lumières au plafond. Chaque mur avait quelque chose, documents épinglés, schémas annotés, emails imprimés, plans d'étage. Mon ordinateur portable m'attendait, chiffré intégralement, connecté à 3 disques sécurisés. Un tableau blanc listait des noms de code et des dates sur 4 ans. Des clés USB alignées dans un plateau comme des balles dans un chargeur. Tout ce que Maxime avait fait qui franchissait la ligne, j'en avais une copie. Chaque rapport interne que Clément révisait, pour se faire passer pour un génie, j'avais les originaux. Chaque projet dont on m'avait écarté. Chaque accord que l'entreprise avait enterré. Chaque violation éthique discrète qu'il pensait disparaître avec le temps, tout catalogué. Pendant un long moment, je ne me suis pas assis. Je suis juste resté là, laissant le bourdonnement des serveurs me laver. J'ai regardé le réseau d'informations que j'avais construit pendant des années. J'avais attendu, observé, collecté. Je n'avais pas explosé quand j'avais vu les signes. Je n'avais pas râlé quand j'avais réalisé ce que Valérie faisait dans mon dos. J'avais planifié. Cette nuit-là, je me suis versé un verre d'eau, j'ai ouvert le fichier maître, et cliqué dans le dossier nommé Cascade. Puis j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, créé un fichier projet frais, et commencé à taper. Projet Cascade, phase 1 active. Le plus dur quand on voit des gens trafiquer votre travail, ce n'est pas la fierté, c'est la peur. Vous connaissez chaque ligne, chaque boulon, chaque calcul, et quand quelqu'un commence à changer des choses pour l'argent ou l'ego, vous voyez à quelle vitesse ça peut dérailler. Tour Nexus était censé être le joyau de l'entreprise. 18 étages de tech intégrés, système d'énergie renouvelable, et une disposition verticale conçue pour les affaires et l'usage public. J'avais passé 3 ans à développer le concept, 2 ans sur l'ingénierie, et 6 mois à superviser personnellement la modélisation sismique. C'est ce qui rendait ça pire. Parce que je savais ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai quitté l'entreprise, je suis parti avec plus qu'une boîte en carton. J'avais sauvegardé des copies de tous les brouillons et les plans originaux, les mises à jour, et les versions finales que Maxime avait validées. Mais la structure qu'ils ont bâtie n'était pas ce que j'avais conçu. Pas exactement. Ils ont changé la structure de soutien et la partie dont je les avais avertis qu'elle était sensible au mouvement de sol. Ils ont remplacé le système de distribution de charges que j'avais créé par des matériaux génériques pour économiser. Ils ont enterré les modifications sous des logs de changement vagues et des approbations antidatées. Le pire? Ils pensaient que je ne remarquerais pas. Mais si. Parce que j'avais aussi conçu le système de diagnostic interne. C'était une de mes dernières contributions avant qu'on me raccompagne. Un programme intelligent de surveillance des contraintes qui suivait l'accumulation de pression, les motifs de vibration, et la fatigue des matériaux en temps réel. Et j'avais gardé l'accès discrètement. Ce n'était pas illégal. Ils n'avaient jamais révoqué mes identifiants admin, et le système pingait encore mon serveur de secours toutes les 48 heures. Je n'avais rien touché. J'écoutais juste. Jusqu'à maintenant. Un jeudi matin froid, je me suis réveillé à l'appartement, j'ai fait du café, et ouvert le panneau de diagnostic de la tour Nexus. Les chiffres n'étaient pas catastrophiques, mais ils allaient dans la mauvaise direction. Micro-fissure au niveau 5. Fréquence de vibration hors norme sur la colonne nord-est. Ça n'allait pas s'effondrer demain, mais les fondations commençaient déjà à répondre. Je n'avais pas besoin d'un désastre. Juste d'une étincelle. J'ai tapé la commande de surcharge. Celle qu'ils ignoraient existait. Celle étiquetée, test DE sauvegarde système, Delta 9. Le programme a tourné comme toujours, mais cette fois, j'ai activé le drapeau qui dit au système d'escalader toute lecture au-delà d'un seuil réel ou artificiel en statut d'urgence. Je l'ai regardé basculer. 5 minutes plus tard, un message automatique est parti au gestionnaire du bâtiment. 2 minutes après, les ascenseurs se sont arrêtés. Porte déverrouillée à tous les étages. Le système de sonorisation interne s'est activé. Attention. En raison d'anomalies système, veuillez évacuer le bâtiment par la sortie de secours la plus proche. L'évacuation a pris moins de 40 minutes. À midi, les infos locales avaient l'histoire.
Évacuation à la tour Nexus, panne tech ou urgence structurelle? À 14 heures, ça passait en national. L'entreprise sous le feu après que la tour intelligente déclenche les protocoles de sécurité. Les titres tournaient autour, mais le message était clair, la tour Nexus pouvait être compromise. Et l'entreprise de l'ex-beau-père n'avait aucune explication. Il ne pouvait pas me blâmer, je n'y travaillais plus. Il ne pouvait pas nier les relevés, ils étaient stockés sur des serveurs de secours indépendants, dont certains encore connectés aux régulateurs municipaux. Il ne pouvait même pas l'arrêter vite, parce que le système était intégré au cœur de l'infrastructure de la tour. Toute manipulation déclencherait des audits automatiques. Et pendant que tous a brûlé leur bureau RP, je faisais autre chose. Je suis entré dans un bureau privé dans le 5e arrondissement, où j'ai rencontré 4 de mes contacts de longue date, 2 investisseurs, un consultant, et un urbaniste du département voisin. On s'est assis à une table simple. Je leur ai tendu une feuille unique avec mon logo. Atelier Helix. Structure réelle. Sécurité réelle. Solution réelle. Ils ont tous signé avant la fin de l'heure. Ils n'ont pas demandé de présentation. Ils savaient déjà qui j'étais. Plus important, ils savaient ce que je n'étais pas, un menteur comme Maxime ou un cost killer en costard comme Clément. Je suis reparti avec les papiers et j'ai marché 2 rues plus loin jusqu'à un cabinet d'avocats où tout a été déposé et traité. À 17 heures, Atelier Helix était officiellement ouvert. Après 16 ans à jouer le jeu, je n'étais plus le gars qui dessinait les plans. J'étais celui qui écrivait les règles. Quelques jours après que l'histoire de la tour Nexus a fait les infos, mon assistante, Rachel, est entrée dans le bureau avec son téléphone en main et un air indéchiffrable. Elle a appelé, a-t-elle dit. Valérie? Rachel a hoché la tête. Veut une réunion. Elle dit qu'elle doit parler. Je n'ai pas demandé de quoi. Je savais déjà. J'ai choisi le lieu moi-même. J'ai dit à Rachel de réserver la suite à l'hôtel de l'Aurore. Même endroit où Valérie allait tous les jeudis. Même bloc de chambre. Je voulais qu'elle s'assoie au milieu de son propre bordel et sente les murs se resserrer. La chambre était calme, simple, pas aussi clinquante que le hall en bas. Je portais une veste gris foncé, pas de cravate. J'avais l'air de moi-même à nouveau, pas la version dont Valérie s'était lassée. Il y avait un dossier sur la table devant moi, épais mais ordonné. Je n'ai pas fait les 100 pas. J'ai juste attendu. Elle est arrivée 13 minutes en retard. Elle est entrée comme si elle montait sur un tapis rouge au maquillage impeccable, talons qui claquaient plus fort que nécessaire, chemisier en soie sous une veste taillée. Son parfum est arrivé avant elle. Elle m'a regardé comme si on était des ex qui se recroisaient pour un brunch. Merci d'avoir accepté, a-t-elle dit, avec cette voix familière qu'elle utilisait pour contrôler une conversation avant qu'elle commence. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste indiqué le fauteuil en face de moi. Elle s'est assise, a croisé les jambes, penché la tête. J'ai pris le dossier et l'ai posé devant elle. Elle a haussé un sourcil. C'est quoi? Papier de divorce. Sa bouche s'est entr'ouverte un peu. Pas choquée, exactement. Juste prise au dépourvu que je ne sois pas là pour parler. Je n'étais pas là pour supplier, discuter, demander pourquoi. Elle a ouvert le dossier et commencé à tourner les pages. Ses yeux scannaient plus vite qu'elle ne traitait. Je suis resté immobile. Elle est passée au résumé financier et les postes soigneusement listés. Elle garderait la voiture. Celle à son nom, mais payée avec mon bonus il y a 2 ans. Elle garderait l'appart à Crestview, celui qu'on avait acheté pour les week-ends qu'elle finissait seule. Elle recevrait une pension mensuelle, assez pour maintenir son train de vie sans avoir à travailler sauf si elle le voulait. Et il y avait une clause de confidentialité standard. Pas d'interview. Pas de déclaration publique. Pas de salir nos noms dans les tabloïds. Elle a levé les yeux, enfin cligné. C'est généreux, a-t-elle dit. Pourquoi? J'ai attendu une seconde avant de répondre. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que je voulais que le silence pèse lourd. Parce que j'honore encore la femme que je pensais avoir épousée. Elle a ouvert la bouche encore, puis refermé. Je l'ai vu le moment où la culpabilité a essayé de prendre pied, où elle a pensé se défendre, justifier ce qu'elle avait fait, blâmer la distance ou les heures que je travaillais ou n'importe quelle excuse qu'elle gardait. Mais rien n'est sorti. Ses mains planaient au-dessus du dossier. Elle a touché le stylo. Puis elle a pleuré.
Juste quelques secondes. Pas fort. Pas désordonné. Le genre de pleurs qui fuit quand la fierté lâche prise un instant. 5 secondes. C'est tout ce que ça a duré. Puis elle a signé. Sa signature était fluide, comme si elle l'avait répété. Elle a refermé le dossier et l'a repoussé vers moi. Puis elle a essuyé sous un œil, attrapant une larme avant qu'elle ne coule son mascara. C'est tout, a-t-elle demandé. Cette partie, oui. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait ce que je voulais dire mais ne voulait pas l'admettre à voix haute. La pièce semblait plus petite qu'à son arrivée. Les fenêtres ne laissaient plus entrer la lumière pareille. Elle s'est levée, a lissé l'avant de sa veste, et s'est arrêtée. Je t'ai aimé, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu as aimé la version de moi qui gardait ton monde en sécurité. C'est différent. Elle n'a pas répondu. Elle a pris son sac et est sortie, talons claquants encore, plus faiblement cette fois. Apparemment, après ça, elle a oublié pourquoi elle était venue. J'ai attendu d'entendre les portes de l'ascenseur se fermer. Puis j'ai ouvert le dossier, vérifié la signature, et l'ai remis dans la mallette. Je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais juste comme si quelque chose s'était terminé qui aurait dû l'être il y a longtemps. Mais ça ne s'est pas terminé là. L'heure du jugement est venue. Le divorce était censé être la dernière chose. Rupture nette. Papier signé, point sur les i, fini. C'est ce que je pensais. Mais Valérie n'avait pas fini. Loin de là. Environ une semaine après la finalisation du règlement, j'ai reçu un email de mon avocate, Sophie Martin, sujet en gras, requête pour contester la propriété aux propriétés intellectuelles. Valérie avait déposé une plainte légale, affirmant qu'elle avait droit à une part des designs fondateurs d'Atelier Helix, y compris les premiers modèles de la tour méridienne et 2 autres systèmes d'infrastructures urbaines que j'avais développés bien avant de quitter l'entreprise. Son avocat arguait que mon output créatif pendant notre mariage avait été directement façonné et soutenu par la dynamique relationnelle et les circonstances de vie partagées. En gros, il disait que parce qu'on était mariés quand je développais des idées, elle devait en avoir une part. C'était désespéré, mais dangereux. Et je savais pourquoi elle le faisait. Elle se fichait des designs eux-mêmes. Elle voulait du levier. Une place à la table. Une raison de garder la main dans mon avenir. Une petite salle d'audience civile en centre-ville, rien de clinquant. Je portais une veste sport marine, pas de cravate. Sophie m'a dit de m'asseoir droit, de rester silencieux, et de laisser les papiers parler. Ça me convenait. Je n'avais pas envie de drame. Je voulais juste fermer la porte pour de bon. Valérie est arrivée en tailleur-pantalon anthracite, cheveux parfaits, flanquée d'un avocat qui semblait 10 ans trop jeune pour un dossier aussi compliqué. Mais il parlait bien. Il a qualifié mon travail pendant le mariage de « collaboration émotionnelle » et dit que Valérie avait fourni « stabilité domestique et émotionnelle qui contribuait directement à l'environnement créatif fertile ». J'ai presque ri tout haut. Mais je ne l'ai pas fait. Sophie n'a même pas bronché. Elle l'a laissé dérouler ses arguments, feuilleter des classeurs en couleurs, citer des jurisprudences vagues. Puis elle s'est levée lentement, a marché devant le tribunal, et posé 3 documents devant la juge comme un échec et mat discret. Le premier était notre contrat prénuptial, signé et notarié 14 ans plus tôt, qui excluait spécifiquement la propriété intellectuelle sauf si développée conjointement. Valérie avait complètement oublié qu'elle l'avait signé. Ou espérait que je l'avais. Le second était une chronologie de création montrant des fichiers horodatés, plans, esquisses conceptuelles, et logs numériques sur 8 ans. La plupart du travail fondateur avait été fait avant que Valérie sache même de quoi il s'agissait. Une partie avait commencé quand on sortait encore ensemble. Le troisième était la clause d'emploi du contrat de départ de l'entreprise confirmant que tout matériel propriétaire que je gardais était préexistant, non confidentiel, et validé par la conformité lors du départ. Ça scellait le tout. Sophie a tout exposé, puis s'est tournée et a regardé la juge droit dans les yeux. Il n'y a aucune base légale pour une propriété partagée, a-t-elle dit. C'est une grievance personnelle déguisée en argument légal. La juge a posé quelques questions, mais pas beaucoup. Elle avait déjà ce qu'il fallait. Elle a relu les documents, puis jeté un œil vers Valérie. Madame Laurent, a dit la juge, ton sec mais calme, vous n'avez droit à aucune part de ces propriétés intellectuelles. De plus, le tribunal juge votre requête non fondée et déposée de mauvaise foi.
Elle s'est tournée vers son greffier et a continué, le défendeur se voit attribuer les frais d'avocat et les coûts administratifs. Comme ça, Valérie n'a pas seulement perdu la requête, elle devait payer mes frais légaux aussi. Sophie n'a pas jubilé. Elle a juste remercié la juge, ramassé les documents, et m'a fait signe de me lever. Valérie ne m'a pas regardé en partant. Elle gardait les yeux sur le sol. La même femme qui captivait une pièce d'un sourire ressemblait maintenant à quelqu'un qui essayait de disparaître dans son manteau. Dans le couloir, j'ai demandé à Sophie combien de temps Valérie avait pour payer. 30 jours, a-t-elle dit. Sauf si elle veut contester ça aussi, ce qui lui coûterait plus cher. On s'est serré la main et séparés. Je suis resté une minute à la fenêtre, regardant la pluie frapper le trottoir. Je ne me sentais ni bien ni mal. Juste fini. Tout ce que je pouvais penser, ça n'avait pas à se passer comme ça. Elle aurait pu partir la tête haute, avec tout ce que je lui avais donné. La voiture, l'appart, le chèque mensuel qu'il aurait gardé plus que confortable. Au lieu de ça, elle a essayé de prendre ce qu'elle n'avait pas construit, pas aidé à façonner, pas même compris. Et elle a perdu. Encore. Après que le tribunal a statué en ma faveur, je me suis dit que j'aurais enfin quelques semaines de calme. Mais la prochaine tempête n'a pas tardé. Cette fois, ce n'était pas Valérie. C'était Clément Moreau. Pendant que Maxime gardait profil bas et attendait que la presse l'oublie, Clément avait commencé à manœuvrer en coulisses. Il essayait de consolider ce qui restait de l'entreprise 5 propriétés commerciales à divers stades d'achèvement en transférant la propriété via un réseau de holdings offshore. Sur le papier, ça semblait propre. Il avait utilisé des consultants, des signataires fantômes, et des membres du conseil plus actifs dans l'entreprise. Son but était clair, rafler ce qui restait avant que ça soit bloqué en litige ou saisi lors de la restructuration. Mais ce qu'il ignorait ou avait oublié, c'est que je m'y préparais. Depuis 3 ans, j'avais discrètement acquis des privilèges sur chaque grande propriété de l'entreprise via des entités que je contrôlais. Rien d'illégal. Juste des investissements stratégiques, prêts, crédits de consultation en ingénierie, reports de partenariat. Assez petits pour passer inaperçus. Assez gros pour compter si les propriétés changeaient de main. Et maintenant elles essayaient. Dès que j'ai vu les dépôts, j'ai signalé les 5 transactions et activé les privilèges. Ça a bloqué les actifs instantanément. Clément ne pouvait pas bouger une brique sans ma signature. Les bâtiments étaient coincés, gelés, et signalés pour revue de conformité. C'est là que je lui ai rendu visite. Son bureau était encore dans l'ancienne tour de l'entreprise, même si elle saignait. Il avait pris l'ancien bureau de Maxime, même table, même vue, même odeur de parfum cher et de mauvaises décisions. Il était presque minuit. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé un code que j'avais intégré au panneau d'accès du bâtiment 2 ans plus tôt quand j'avais encore l'autorisation. Il n'avait pas changé les paramètres admin. Il n'avait jamais pensé que je reviendrais. Il a levé les yeux de son bureau, surpris mais essayant de faire cool. Eh bien, a-t-il dit, en s'adossant comme s'il allait m'offrir un verre. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai sorti une petite clé USB noire de ma poche de manteau et je l'ai posée doucement sur son bureau. C'est censé être quoi, a-t-il demandé. Chaque transfert frauduleux, chaque holding caché, chaque compte offshore que tu as utilisé pour déplacer les actifs de l'entreprise, ai-je dit. Plus les factures de consultation que tu t'es payées sous de faux noms. Il l'a fixé une seconde, puis a ri doucement. Tu bluffes. Je n'ai pas cligné. J'ai construit l'infrastructure financière originale ici, tu te souviens, ai-je dit. Chaque changement que tu as fait a laissé une ombre. Chaque login. Chaque document rerouté. Tu pensais être malin. Tu étais juste bruyant. Le sourire a quitté son visage. Tu es fou, a-t-il marmonné, en se redressant. Tu ne peux pas prouver. Je n'ai rien à prouver, l'ai-je coupé. La direction de l'intégrité financière en a déjà une copie. Il l'examine en ce moment. Tu as 2 options, démissionner et disparaître, ou rester et faire face à des poursuites. Dans les 2 cas, le jeu est fini. Il m'a fixé comme s'il attendait que je casse le personnage, comme si c'était un test ou une blague que je retirerais. Je me suis tourné et ai marché vers la porte. Tu as jusqu'au matin, ai-je dit. Utilise-le bien. Le lendemain, j'ai eu confirmation via le tracker de vols internationaux que j'avais monté via un contact.
Clément Moreau avait pris un vol aller simple pour Singapour. 2 semaines plus tard, son passeport était désactivé dans une mise à jour de la liste de surveillance internationale pour fraude. Il ne reviendrait pas de sitôt. Ça laissait Maxime. 2 jours après la fuite de Clément, Maxime a essayé de sauver la face en appelant une conférence de presse. Il s'est tenu devant une douzaine de caméras avec un discours plié et la peau pâle. Son costume ne lui allait plus comme avant. Sa voix tremblait, et à mi-chemin de la déclaration sur la retraite volontaire, ses mains ont commencé à trembler. Il a blâmé le stress et des complications de santé, puis a dû être aidé à descendre de l'estrade. Plus tard cette nuit, les médias ont rapporté qu'il avait eu un léger épisode cardiaque. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas eu pitié non plus. Ce que j'ai fait, c'est appeler mon équipe de sécurité, la même firme qui gérait les actifs sensibles pour Atelier Helix, et leur dire d'assigner quelqu'un pour surveiller la résidence de Maxime. Pas pour intimider. Pas pour interférer. Je voulais qu'il soit en sécurité. Je voulais qu'il vive assez longtemps pour voir tout changer. Pour rester dans sa maison et voir les articles sur Atelier Helix qui reconstruisaient la ville, sur son nom effacé des tours qu'il n'avait pas conçues, sur les gens qu'il avait mis de côté qui prospéraient sans lui. C'était la différence entre nous. Il construisait pour contrôler les gens. Je construisais pour les libérer. Et maintenant, il n'aurait d'autre choix que de rester en arrière et regarder. 6 mois ont passé. Le bâtiment autrefois appelé Tour Nexus se dressait maintenant comme Helix Nexus, son nom brillant sur le skyline. La structure était la même dehors, mais ce qu'elle contenait avait totalement changé. Les étages supérieurs n'étaient plus des bureaux. Ils abritaient des labs éducatifs, des appartements en colocation pour familles à faible revenu, et des espaces de travail pour ingénieurs et étudiants. L'ancienne salle de réunion exécutive où Maxime aboyait des ordres et Clément souriait aux présentations avait été transformée en musée. Je l'ai appelé l'exposition éthique. Des vitrines montraient des contrats originaux, emails, et plans d'étage. Un mur présentait une chronologie des décisions de réduction de coûts qui menaient à des compromis structurels. Un autre montrait des signatures falsifiées, factures de consultants bidons, et codes de sécurité dépouillés. Le nom de Valérie apparaissait dans 2 exposés séparés, un pour avoir mal représenté des endorsements de projet, un autre pour avoir approuvé un document avec un code de permis municipal falsifié. Tout ce qui était enterré était maintenant à l'air libre. Les gens visitaient l'espace en silence, casque sur les oreilles, lisant des plaques sur la responsabilité et la confiance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'archivage. Un matin, Rachel a frappé à ma porte avec un court message. Valérie a demandé à rencontrer, a-t-elle dit. Juste une fois. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit ou comment elle sonnait. J'ai juste dit à Rachel d'organiser. J'ai choisi l'endroit, le salon vitré au dernier étage d'Helix Nexus, loin au-dessus du bruit de la rue. J'y suis arrivé tôt. La ville semblait plus petite d'en haut. Plus lente. Comme si elle ne pouvait plus m'atteindre. Je me suis assis dans un fauteuil près des fenêtres avec un café noir et j'ai attendu. Valérie est arrivée pile à l'heure. Elle portait un manteau gris sur une robe sobre. Talons simples. Pas de bijoux. Moins de maquillage que je ne lui en avais jamais vu, pas qu'elle en ait besoin. Ses cheveux étaient attachés sans chercher à impressionner. Elle avait l'air bien. Mais plus âgée. Pas en année en poids. En tout ce qu'elle avait perdu. Elle n'a pas tendu pour un câlin ou un sourire. Elle s'est assise en face de moi, a joint les mains, et laissé le silence faire le boulot. Tu as toujours été trop bien pour nous, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Tu m'as quand même aimé, a-t-elle ajouté. Même quand je ne le méritais pas. J'ai regardé par la fenêtre un moment, puis vers elle. Tu étais un portrait de ce en quoi je voulais croire, ai-je dit. Mais le cadre s'est fissuré. Et je n'ai pas pu le réparer. Elle a pris une inspiration, puis hoché la tête comme si elle savait que cette phrase traînait en moi depuis longtemps. Tu me détestes ? A-t-elle demandé. Je l'ai regardée dans les yeux, calme comme toujours. Non, ai-je dit. Mais je n'ai plus besoin de me souvenir de toi. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste fixé ses genoux comme si elle cherchait une raison de rester. Je n'en ai pas offert. Je me suis levé, ajusté mes manches, et regardé la ville une dernière fois. En bas étaient des bâtiments conçus de ma main, bâtis sur des idées que j'avais portées en silence des années. Les gens qui possédaient autrefois le skyline avaient disparu, fanés,
ou s'était retiré dans les ombres restantes. Valérie est restée assise. Elle n'a pas essayé de me suivre quand je suis parti. Dans le hall, j'ai croisé un groupe de stagiaires qui revoyaient la documentation de sécurité mise à jour sur un écran tactile. Ils avaient l'air inspirés, concentrés, comme s'ils imaginaient déjà ce qu'ils créeraient ensuite. J'ai bâti cet empire du silence et du rejet, sur les fondations où ils avaient essayé de m'enterrer. Et je ne l'ai pas juste survécu. Je l'ai redéfini. Valérie a fané. Maxime s'est caché. Clément a disparu. Mais Renaud Delorme s'est élevé. Pas par rancune. Pas par rage. Mais par quelque chose de plus stable. Clarté. Ce jour-là, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais complet. Comme si le chapitre s'était enfin clos, et que je n'avais plus à porter leur poids pour justifier ce que j'avais bâti. Je suis sorti du bâtiment que j'appelais autrefois un chantier et maintenant un symbole et entré dans la ville que j'avais remodelée. Je n'avais plus rien à prouver. Juste tout à construire. Partagez votre avis dans les commentaires, le héros a-t-il été trop généreux lors de la conclusion de l'accord de divorce? Aurait-il dû lui donner quelque chose? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.